en guise d'ouverture, pour le coup, d'écouter Jérôme Miron qui va vous proposer un petit retour d'expérience méthodologique sur finalement la façon dont on peut essayer de mieux prendre en considération les publics en termes de méthode lorsqu'on conçoit un projet et comment essayer finalement de renouveler cette approche avec une vision, comme l'évoquait à un moment Alizé, figitale. Donc on écoute tout de suite Jérôme qui va nous faire cette présentation. Ouais, donc merci, merci Antoine. Je fais le lien évidemment avec tout ce qui s'est dit avant. On a beaucoup parlé d'expérience de visite, d'expérience in situ, d'expérience digitale. Merci à Alizé d'avoir fait la transition, puisqu'elle elle a ouvert le sujet du Figital. Donc effectivement, on va être en plein dans le sujet. Mais voilà, je voulais juste revenir un peu sur la notion d'expérience. Se poser déjà la question de qu'est-ce que c'est que l'expérience. Alors, j'ai pas accès à la présentation, mais si. Je m'en occupe, Jérôme. Ok, voilà, si tu veux bien passer sur la slide suivante. En fait, donc le point, c'est de dire finalement pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle de cette notion d'expérience. L'expérience, alors au-delà de la définition philosophique, ouais, voilà. Au-delà de la définition philosophique de l'expérience, l'idée c'est de se dire qu'est-ce que c'est que l'expérience? Alors c'est un ensemble d'émotions, de ressentis, de comportements qui génèrent soit de la satisfaction, soit de l'insatisfaction, qui permet une considération de soi, une considération des autres et de déclencher une certaine forme de motivation. Pourquoi est-ce que ce sujet-là de l'expérience aujourd'hui est important? Parce que, et notamment pour ce dernier point, c'est parce que finalement, cette expérience de visite, qui historiquement était physique, et qui aujourd'hui, par la contrainte de la crise sanitaire, s'est retrouvée digitale, cette expérience est devenue le moteur de transformation des institutions culturelles. C'est ce par quoi aujourd'hui les institutions se renouvellent, se réinventent. Et donc c'est aussi pour ça que c'est un sujet important à traiter aujourd'hui dans les institutions. Je veux bien que tu passes à la slide suivante. Pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui? Il y a évidemment une multiplication de l'offre culturelle avec la création de nouvelles structures, qu'elles soient publiques, qu'elles soient privées, des fondations, etc. Il y a une logique de plus en plus forte de fidélisation, de transformation des publics, d'acquisition des non-publics. Il y a une transformation, on l'a entendu tout à l'heure, hein, de la relation au public, donc à travers des outils de type CRM, mais pas que, à travers des méthodes inclusives. Donc Laetitia nous parlait de design thinking, on va en reparler juste après, mais la co-construction. Et puis, il y a clairement un changement de pratique de nous tous, citoyens du monde, parce qu'aujourd'hui, on cherche l'instantanéité, l'interactivité, plein de mots en et, mobilité, praticité, fluidité, etc. Alors, éthique, je m'excuse, j'ai pas trouvé j'ai pas cherché le terme en et, mais voilà. Plein de nouvelles façons de penser la relation, de penser le service que le musée peut proposer à ses visiteurs. Alors, merci, merci Antoine pour cette transition. Du coup, il y a un terme effectivement qui est né du retail, qui est le figital. Alors, figital, c'est un terme un peu barbare pour, si tu veux bien passer à celle d'après, pour finalement traiter de cette fusion entre la sphère physique qui est très concrète, basée sur l'humain, avec beaucoup de proximité, et le digital, qui offre des services accessibles de manière instantanée et personnalisée. L'idée, c'est de prendre le meilleur des deux mondes pour créer finalement, dans une logique de parcours d'expérience. On a aussi entendu tout à l'heure le fait de dire que l'expérience de visite, elle est en amont, elle est pendant la visite et elle est après la visite. Donc, c'est vraiment sur tout le cycle. Et l'idée, c'est qu'à travers ce Figital, on ait des services à la fois digitaux et à la fois physiques qui se répondent, qui se complètent pour avoir finalement un parcours cohérent, unique, qu'il n'y ait pas de rupture, c'est important, qu'il n'y ait pas de rupture, que ce soit fluide et que ça se base sur finalement tous les canaux disponibles pour une institution culturelle.
veux bien que tu passes à celle d'après. Euh, donc, une fois qu'on s'est dit ça, c'est bien. Mais finalement, le digital, à quoi ça sert? Ça sert, à accompagner le visiteur, le public, dans tout ce parcours, sur toute cette ce parcours d'expérience. Donc comme ça, il est accompagné, il est choyé, il est assisté dans toute sa visite. Ça permet d'augmenter le lieu aussi, parce qu'en fait, le bâtiment peut devenir un support de services aussi digitaux. On le voit à travers la multiplication d'outils de médiation en réalité augmentée, par exemple, c'est un bon exemple. Ça permet pour l'institution aussi de travailler, parce qu'on met en place des outils digitaux en lien avec des outils physiques, de travailler la donnée, de travailler les attentes des différents publics, donc de retravailler l'offre et les services. Et puis, ça permet de prolonger l'expérience de visite et d'achat et de finalement travailler sur ce continuum de relations avec la marque du musée, avec, voilà, avec ses collections, etc. Et voire même le personnel au sein de ces institutions. Comment on met en œuvre une réflexion autour du digital? C'est assez simple, entre guillemets. C'est qu'il y a 4 grands piliers quand on réfléchit sur le digital. Il y a le fait d'être focalisé évidemment sur les publics. Mais aussi, alors quand je dis public, il faut comprendre à la fois vos publics actuels, mais aussi vos non-publics. C'est-à-dire que l'idée, ça peut être aussi d'aller chercher de nouveaux publics. Et donc, il faut s'intéresser principalement à ces non-publics pour aller voir, pourquoi ils ne viennent pas. Deux, le côté omnicanal, d'être en capacité d'activer un certain nombre d'outils, de médias, les réseaux sociaux, pardon, le site web, le CRM, la billetterie, voilà, et d'avoir du coup une complémentarité, des choses qui se répondent. Le troisième sujet, c'est la donnée. Donc tous ces outils permettent de capter de la donnée et donc ensuite de la retravailler pour en tirer des enseignements et donc innover en termes de services. On va pouvoir ajuster ainsi l'offre et les services. Et enfin, le design de service, donc Laetitia en a parlé tout à l'heure. L'idée, c'est aussi de mettre en place des méthodes d'idéation, de co-création, d'expérimentation, de prototypage. Tout ça, c'est parfait, tout ça est en lien très étroit avec le design thinking qui se développe aujourd'hui dans les institutions culturelles. Alors, je ne vais pas faire un cours sur le design thinking, en plus j'avais 5 minutes, donc je ne peux pas avoir le temps de vous le faire, mais globalement, à quoi ça sert cette démarche de design thinking? Ça permet de travailler autour de l'expérience et des usages. Ça permet de potentiellement co-construire avec les publics. L'idée, c'est d'aller à la rencontre avec ces publics-là. Ça permet aussi, et ça on l'oublie souvent, de travailler, j'ai vu qu'il y avait une question dans le chat par rapport à ça, ça permet aussi de travailler la convergence en interne au sein de l'institution pour délivrer, enfin pour avoir une même vision de la relation au public. Donc, c'est un travail de convergence qui est important et d'organisation. Et donc, le dernier point, c'est un alignement effectivement vers un horizon commun au sein de l'institution. En gros, la méthode du design thinking permet un travail d'acculturation, de compréhension. On va donc réfléchir, on va s'immerger, on va faire de la recherche utilisateur, on va donc observer, on va commencer à poser certaines hypothèses, définir des choses, brainstormer, donc on va diverger, puis après on va converger au niveau des idées, pour ensuite sélectionner quelques idées, les prototyper, essayer de les rendre concrètes, et ajuster, tester, pour qu'on arrive à quelque chose qui, réponde aux motivations, parce que le vrai sujet dans tout ça, c'est comment on répond aux motivations, et deux, comment on lève les freins. C'est les deux sujets vraiment importants. Hop, je partais un peu vite, Antoine. Et donc l'idée, in fine, c'est d'arriver à des solutions qui soient vraiment adaptées au public et qui permettent un engagement plus fort des différents publics. Maintenant, je veux bien que tu passes. Alors, parmi les outils classiques du design thinking, il y a évidemment le persona. Je pense que ça, c'est rentré un peu dans la pratique répandue, en fait,
design thinking. Alors, le persona, c'est donc un archétype, de visiteur, par exemple, si on parle des visiteurs, qui n'est pas une personne réelle, mais qui reprend un peu les grands enseignements en lien avec l'observation qu'on a faite, qui permet de retracer plus précisément les besoins et les attentes. Ah, je veux bien que tu, je veux bien que tu reviennes. Ça permet surtout, au sein d'une même équipe, de partager une vision commune, justement, de ce visiteur, de créer de l'empathie, donc de se mettre à la place d'eux, j'allais dire, de mettre les chaussons d'eux, et ça permet justement, c'est pas une finalité en soi, hein, il faut bien comprendre, le personnage, c'est pas une finalité en soi, ça permet justement d'aller travailler ensuite le parcours. Je veux bien que tu passes à la slide d'après. Là, par exemple, je vous ai mis un petit exemple, hein, de persona. C'est un persona qu'on a fait à l'occasion d'un webinaire, un peu comme aujourd'hui. Donc, c'est un, possible à distance, et deux, de manière collaborative. Et donc, voilà, il y a des grandes caractéristiques, sachant que pour moi, le gros cœur du sujet d'un persona, c'est les motivations et les frustrations. Le reste étant évidemment, un petit plus, mais ces deux sujets-là sont les plus importants. Deuxième outil phare, on va dire, je vais répondre après aux questions. Deuxième outil phare, les parcours d'expérience. Donc l'idée, c'est de retracer les différentes étapes d'un parcours, de pointer chaque point de contact avec l'institution, et d'avoir pour ce persona, hein, donc c'est un parcours par persona, et d'avoir pour ce persona finalement ses émotions. Qu'est-ce qu'il ressent au moment de ce point de contact, à cette action-là. Et donc ça, c'est important parce que ça permet, encore une fois, de fédérer, d'identifier les points de blocage et les leviers, et donc de ensuite réfléchir à des innovations. Et je vais le dire comme je l'ai dit pour le persona, le parcours n'est pas une fin en soi, le parcours sert à nourrir le sujet qui est juste après, c'est-à-dire le design de service. Voilà. Un petit exemple très synthétique, je ne vais pas rentrer dans le détail d'un parcours. Alors j'ai vu, on m'a demandé par exemple quelques exemples, j'ai vu qu'il y avait ça dans le chat. On pourrait parler de Phygital autour d'un site web, par exemple. Historiquement, un site web, il était pensé comme, alors vraiment très historiquement, comme un complément de visite. C'est-à-dire, j'avais fait ma visite et je pouvais aller, à travers le site web, aller creuser ma connaissance sur des œuvres que j'aurais vues au sein d'une exposition, par exemple. Donc, on était sur du post-visite, on était plutôt sur de l'amateur d'art qui veut un peu creuser le sujet. Ensuite, jusqu'à récemment, les sites web se sont développés sur l'amont de la visite, sur l'idée de faire connaître les expositions, de faciliter la venue avec toute la logique d'info pratique, etc., et de fournir les éléments préparatifs à la visite, le parcours, etc. De plus en plus, les sites web aujourd'hui deviennent un sujet aussi, enfin, en tout cas, on se pose la question du pendant la visite. Est-ce que l'outil, le site web, peut être un complément de médiation, par exemple, ou autre, au moment de la visite? Est-ce qu'il peut apporter des choses? Est-ce que les réseaux sociaux peuvent être également un complément? Ça peut être un premier exemple. Un deuxième exemple, je vais citer le Musée national de la Marine, où on travaille actuellement sur ce sujet-là. Billetterie CRM, par exemple, où en fait on a entrepris une méthode de design thinking. Donc on a fait venir des publics et des non-publics. Alors fait venir à distance, sur des ateliers à distance évidemment, où on a travaillé, comme on l'a vu, les personas, les parcours avec les publics, et où on a ensuite travaillé, on est en plein dedans, les services, le design de services avec les collaborateurs en interne, pour justement aller se dire, mon système de billetterie ou mon système de CRM, en fonction des différentes étapes du parcours de ce persona, qu'est-ce qu'il vient délivrer comme service et comment je réponds à des motivations et à des attentes. Merci beaucoup, Jérôme, pour Voilà, ces... j'ai tenu à peu près 5 minutes. Plus ou moins, plus ou moins.